Bienvenue sur la FM 100.9, mes meilleures années comme chaque samedi ou presque, en alternance avec Rendez-vous avec la politique. Et Gilles, cette semaine, on va parler avec un jeune et dynamique entrepreneur local. Bonjour Philippe, soyez les bienvenus. Vous écoutez Mes meilleures années le samedi à midi et le jeudi à 18h pour la rediffusion. Cette semaine, on part dans le monde de l'entreprise avec un multi-entrepreneur. C'est quelqu'un qu'on voit peu médiatiquement, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup présent pour développer son activité, pour proposer plein de choses. Et on était très très curieux de savoir ce qu'il faisait, ce qu'il proposait. On accueille aujourd'hui Moustapha Baman. Bonjour. Bonjour Gilles. Bienvenue Moustapha. Merci. Alors déjà, ce qu'on a envie de savoir, c'est qui vous êtes. Alors qui je suis? Moi je suis stéphanois. Je suis né à Saint-Étienne il y a 37 ans. Le temps passe vite. À qui le dites-vous? Ça ne rajeunit pas. Donc je suis stéphanois. J'ai grandi à Moreno, dans le quartier de Moreno. Et j'ai fait mes études à la fac de Saint-Étienne. Et suite à ça, j'ai quitté la région il y a déjà 12-13 ans, où j'ai eu quelques expériences professionnelles dans plusieurs domaines, la distribution, la logistique pétrolière, les télécoms, et avant de lancer des activités à notre propre compte. Et au niveau études, vous étiez parti dans quoi? Alors j'ai fait des études de langue, j'ai fait les études du cœur. J'aime beaucoup dire que j'ai fait des études du cœur, c'est-à-dire que je ne suis pas parti bien en tête en me disant je vais faire les études qui vont mener à tel job. J'ai fait une année d'IUT qui s'est très mal passée. Malgré tout, je voulais quand même me redonner la chance de faire des études pour un tas de raisons qui m'étaient chères. Et puis j'ai fait des études de langue, donc j'ai étudié les langues et l'espagnol, mais vraiment par hasard. Je me souviens, je suis arrivé à la fac, je lui dis bonjour, je viens pour m'inscrire pour la rentrée prochaine. Elle me dit mais vous voulez faire quoi? Je lui dis je vais faire des langues, anglais. Elle me dit je vous rajoute quelque chose? Je dis oui, on fait anglais et puis espagnol. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé un cursus en langue étrangère appliquée à la faculté Jean Monnet de Saint-Étienne. Donc on dit vous êtes trilingue. On peut même dire quadri. Quadri? Donc vous parlez, dites-moi. Alors un peu le français, ça m'arrive. Un peu le français comme moi. L'anglais, l'espagnol, et ma langue maternelle c'est le berbère. Le berbère? Oui, et un petit peu d'arabe, plus dialectal qu'écrit. Alors justement, on ouvre une petite brèche qui est super sympathique. Ouais. Le berbère, c'est quoi exactement? Alors c'est un dialecte, c'est une langue, c'est quel pays, c'est comment Alors la langue berbère est une langue qui est transversale à tout le Maghreb, historiquement. Avant de l'arabisation. Alors je suis pas prof d'histoire, donc je dirais peut-être des énormités, pardon aux puristes, aux gens qui sont professionnels. C'est super intéressant. Donc mais les Berbères étaient des peuples qui étaient présents sur le nord du Maghreb et un petit peu sur la Mauritanie, si je dis pas de bêtises. Et donc c'était des voyageurs un peu. Ouais, c'était des nomades. C'était des nomades. Et puis en fait, le berbère, le berbère s'étend globalement maintenant aujourd'hui de la Libye quasiment jusqu'au sud du Maroc. Et après, il y a plusieurs type de berbères. Vous allez trouver les gens du Souss, dont je suis originaire à Agadir, de la région d'Agadir. Vous allez avoir les Kabyles qui sont aussi une autre forme de berbère. Vous avez les Chaouis. En Tunisie aussi, vous en avez. En Mauritanie, vous en avez. Et quand on dit la langue berbère, c'était une langue qui était donc une base et puis après qui s'est transformée doucement avec les autres et puis qui s'est différenciée suivant les pays un peu. C'est un petit peu comme le latin qui a évolué par la suite vers le roumain, vers l'espagnol, vers le français, vers l'italien. Quand on parle et quand on apprend plusieurs langues, est-ce qu'on a des méthodes ou des racines qui sont communes? On a toujours un peu les mêmes réflexes pour apprendre une langue ou alors c'est totalement différent? Alors, en l'occurrence, le berbère c'était ma langue maternelle, donc moi j'ai été comme une éponge, donc j'ai tout absorbé de la part de mes parents. Après, pour les autres, non, il y a une méthode à respecter. Même si je pense qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, chacun a son domaine de spécialisation. Moi, je sais que sur le plan manuel, je suis une chèvre, je serais incapable de monter un meuble. Par contre, sur l'apprentissage des langues et d'autres choses, j'ai beaucoup plus de facilité. Donc, on retient cette expression que vous avez évoquée il y a deux secondes, vous êtes une éponge au niveau de la langue. Ouais, au niveau des langues, ouais, mais après, chacun est une éponge aussi. J'ai pas plus de mérite que ça à dire que je suis une éponge, parce que chacun a son domaine de spécialisation, il faut le trouver. Et puis, dès qu'on l'a trouvé là où on se sent bien, globalement, on a tendance à absorber les choses. Et du coup, pour votre business, alors c'est excellent de parler anglais. Absolument. Mon cœur de métier, moi, initialement, c'est ce qu'on va appeler les métiers de l'import-export. D'ailleurs, à la fin de mes études, à la fin de ce qu'on appelait à l'époque ma maîtrise, mon bac plus 4, j'ai ponctué par un bac plus 5, ce qu'on appelle aujourd'hui un master 2 en commerce international. Et c'était vraiment l'idée pour moi, on en parlera après, moi je suis fils de commerçant, j'ai fait l'école du commerce avant de faire j'ai pas fait d'école de commerce, mais j'ai fait l'école du commerce à l'épicerie de Tarotès. Sur le terrain, on appelle ça. Ouais, sur le terrain, exactement. Par mon père, et l'idée c'était à un moment donné d'allier cette passion que je jouais pour le commerce avec les langues pour lesquelles j'avais aussi une passion.
Alors, une question aussi qui me vient transversalement, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Quand on est né dans le milieu du commerce, mais j'ai envie de vous dire le petit commerce, comment on voit cette évolution du commerce avec toutes ces grandes surfaces, toutes ces grandes enseignes qui sont, je ne vais pas dire tuer le petit commerce, mais, elles ont remplacé tout ce qui était commerce de proximité. Est-ce que ces deux mondes là aussi différents, ou alors est-ce qu'on peut à terme, est-ce qu'on peut penser qu'on peut vivre côte à côte? Je parle du commerce. Alors il y a des complémentarités, mais c'est indéniable que les grandes surfaces ont causé un tort monumental au petit commerce. Alors on parle simplement là des grandes distributions, on parle même pas forcément d'Amazon et de tout ce qui se fait via le web. Ça c'est encore autre chose, parce que voilà, souvent ce qu'on dit, c'est que nous qui avons monté, on en reparlera par la suite, le commerce de proximité sur Moreno, on dit souvent aux élus ou aux gens auxquels on demande d'appui, regardez, vous avez des mutations qui sont relativement profondes, déjà qui fait peur aux mastodontes de la distribution que peuvent être Carrefour, Casino, Auchan. Alors imaginez-vous, nous, petits indépendants dans notre coin, comment on fait pour réagir par rapport à tout ça. Après, il y a une vraie crainte aussi par rapport à ces évolutions de consommation de la part des petits commerçants, parce que le commerce de proximité, c'est la vie, c'est du lien social, c'est ce qu'on dit souvent. Et plus on a de grandes surfaces, mathématiquement, plus on a de petits commerces qui ferment, et plus c'est préjudiciable à l'environnement proche du commerce. Justement, qu'est-ce qu'on fait pour survivre? On est un lien, parce que je présume qu'on ne survit pas en vendant une brique de lait, en vendant un morceau de fromage. Comment on fait pour survivre quand on a un commerce de proximité? Alors on essaie d'adapter, de prendre les grosses structures ont des gros avantages, mais ils ont aussi des inconvénients. C'est-à-dire que déjà, nous, on joue beaucoup sur la proximité. On va jouer sur une amplitude horaire qui est relativement large, c'est-à-dire qu'on est ouvert 7/7 jusqu'à 20h30. Donc là, on est dans le service déjà. On est vraiment dans le service. Et puis, il va y avoir alors, sur le service, en termes d'ouverture, et alors la particularité, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est aussi de savoir ce qui est absent dans le quartier, et aussi de prendre en compte tous ces changements sociétaux pour essayer de se dire, par exemple, on va parler d'Amazon qui se développe via le digital. Qu'est-ce qu'on peut faire nous aujourd'hui avec le digital pour essayer de développer notre commerce? Il y a beaucoup de bureaux de poste qui ferment. À un moment donné, on se dit comment faire pour que l'activité de la poste qui permet de générer du flux sur une polarité, comment on peut faire pour essayer de pallier cette absence quand un bureau de poste ferme, pour faire en sorte qu'on n'ait pas d'évasion économique, dans le sens où on n'est pas des habitants du quartier qui quittent le quartier pour aller faire les courses, parce que mathématiquement, quand ils vont récupérer un recommandé à l'extérieur du quartier, généralement ils vont en profiter pour aller faire leurs courses, acheter leur pain, leurs fruits, leurs légumes. Donc c'est toutes ces évolutions qu'on essaie de prendre en compte pour essayer de faire vivre le commerce de proxy. Et dernière question technique, comment on fait pour se battre sur les prix, sachant que les grandes surfaces ont des volumes qui permettent d'avoir des prix très tirés? Et vous, je pense que c'est des volumes beaucoup plus petits, donc c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Alors on vend les mêmes produits, mais on fait pas le même métier. Ouais. Parce que on se battra jamais, on sera jamais aussi compétitif qu'un mastodonte de la distribution, même si on arrive à avoir des fois des opérations promotionnelles pour en faire profiter les habitants locaux. Maintenant, il faut être conscient, on n'est pas du tout on boxe pas dans la même catégorie. C'est sûr. Et à un moment donné, on fait avec les moyens du bord, et puis on essaie de repenser notre métier à la lumière de l'évolution de la société. Alors encore une petite question technique. Est-ce qu'on vit, est-ce qu'on se bat, est-ce qu'on survit sur le produit de ce qu'on gagne, ou alors on est aidé par, je sais pas, des associations, le conseil général qui vous donne une petite subvention? Non, aujourd'hui, non, on est complètement autosuffisant. La supérette aujourd'hui vit de son activité sans subside ni de l'État, ni de la municipalité, voilà. Donc non, on se bat avec nos petits moyens. Nos petits bras, j'allais dire. Nos petits bras, mais notre grand cœur, parce que sinon on n'y arrive pas. Et la supérette, là, donc on parle de Moreno, elle a ouvert il n'y a pas très longtemps, il me semble. Elle a ouvert ça fait déjà bientôt 3 ans. On attaque le 3e exercice en avril 2015. On est comment alors dans les objectifs? On est bien, on est amélioré, Ah non, ça progresse, parce que alors faut savoir qu'on est parti avec un lest qui était relativement conséquent, parce qu'on a eu avant de la reprendre, on a eu trois gérants, trois dirigeants successifs qui ont fermé coup sur coup, avec une fermeture par la suite qui a duré quasiment 2 ans. Donc il a fallu rassurer les clients, rassurer les habitants en leur disant, alors, on ne sait jamais comment ça va, est-ce que ça va prendre ou pas.
mais qu'on était vraiment là pour s'inscrire dans la durée, sachant qu'encore une fois, pour nous, c'était un challenge. Alors sur le plan économique, bien sûr, mais sur le plan social, parce que mon frère gérait déjà la supérette sur Tarentaise qui tournait très très bien, et à un moment donné c'était vraiment de sortir de sa zone de confort pour essayer d'aller prendre un risque pour créer et apporter quelque chose à un quartier qui, in fine, même si moi je n'y vis plus depuis 2 ans, reste quand même cher à nos yeux. Et là, c'est un commerce qui attire que les gens de Moreno, ou alors vous avez des retours et des gens qui viennent d'un petit peu plus loin, j'ai envie de vous demander. Peut-être pour chercher des produits spécifiques aussi. Alors pour certains produits spécifiques, oui. Après, ça va être surtout pour certains services. Par exemple, on a développé, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas forcément le digital. Il y a des choses positives, il y a des choses un peu négatives. Il y a des choses négatives. L'idée pour nous, c'était de se dire comment on peut faire pour faire en sorte que les habitants du quartier ne quittent pas Moreno pour récupérer des services, et comment faire pour générer du trafic de personnes qui sont étrangères, extérieures au quartier, on va dire plutôt qu'étrangers, pour pouvoir récupérer par exemple un colis. On a de plus en plus de ventes en ligne, et on avait sur la zone de chalandise globalement qui était la nôtre, on avait des gens qui devaient parcourir tout Saint-Étienne pour aller récupérer un colis. Donc aujourd'hui, on a des gens des quartiers de Bergson, de Méon, de la Talaudière, de Saint-Priest qui viennent sur le centre commercial pour récupérer un colis. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est qu'on s'est associé avec une plateforme pour lutter contre le gaspillage alimentaire, et on pourrait y revenir. Et on va y revenir, allez-y. On a le temps, on a 1 heure. Et l'idée pour nous, c'était de se dire, mais comment une supérette, elle peut aussi contribuer à réduire les déchets. Exactement, réduire les déchets, à contribuer à ce qu'on appelle le développement durable. J'ai un petit peu de mal avec le terme, mais bon, ça c'est moi et moi. Et l'idée, c'était de se dire comment on peut trouver quelque chose qui soit facile d'utilisation, qui puisse permettre à des utilisateurs de venir récupérer des invendus pour redonner globalement une seconde vie à des produits qui sont un petit peu abîmés ou dont la date de fin de vie arrive à échéance. Donc l'idée pour nous, c'était de s'adosser à cette plateforme Too Good To Go pour pouvoir lutter contre le gaspillage alimentaire. Et on se rend compte qu'on a, alors je dirais peut-être des bêtises, mais 80 ou 90% des utilisateurs sont a priori pas forcément du quartier. C'est-à-dire qu'on a des gens de l'extérieur du quartier qui viennent sur le centre commercial. Et c'est pour nous, c'est quelque part, c'est une mini-réussite, parce qu'on arrive à recréer du lien social en disant, voilà, on a une image qui est négative sur le quartier de Moreno, comment on peut faire pour essayer de la casser, pour essayer de contribuer à la casser, parce qu'on la changera pas comme ça du jour au lendemain. Et on a aujourd'hui des gens qui ne sont pas du quartier, qui viennent sur Moreno, qui récupèrent le colis, qui à la fin nous disent, mais finalement... on n'est pas mort, on ne s'est pas fait agresser, tout va bien, globalement. Ça, c'est des légendes urbaines. Hein. Il y a beaucoup de quartiers stéphanois où on a dit tout un tas de choses, on a entretenu un peu de choses, et puis finalement, il y a du bon vivre et du bien vivre. Bien sûr. Après, le but, c'est pas d'être de sombrer dans l'angélisme, de dire qu'il n'y a pas de problème. Non, il y en a. Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes partout, mais il n'y a pas que des problèmes. Quand on va... titré sur un fait divers, d'accord, mais quand il y a une voiture volée, il y en a eu quand même 850 autres à qui il n'est rien arrivé. Quand on a une personne qui s'est faite cambrioler, on a 2999 autres foyers qui ont rien eu. Donc à un moment donné, c'est aussi cette perception des faits divers, et c'est aussi de casser cette image négative qui colle vraiment au quartier. Pour revenir aux produits qu'on ne jette pas, comment ça se passe concrètement ? On les transforme, on les redistribue. Expliquez-moi un peu le mécanisme. Parce que ça, c'est très intéressant comme sujet. Alors c'est relativement simple. Moi, j'avais vu des produits qu'on cuisine, qu'on reconditionne. Est-ce que c'est un peu ce système ? Alors l'une des finalités, ce serait celle-là, c'est d'arriver à celle-là. Après, il faut savoir que reconditionner, recomposer les produits, ça nécessite du temps, et en termes de main d'œuvre, ce serait quelque chose de supplémentaire. Donc des emplois. Alors faut savoir, et c'est pas de la philanthropie, si c'est une partie philanthrope, mais qu'on assume complètement, mon frère et moi, c'est vraiment d'essayer de recréer des emplois. Et aujourd'hui, nous, l'une des fiertés qu'on peut avoir sur Moreno, c'est de se dire on a 4 employés qui globalement, on a permis la création de 4 emplois, même s'ils ne sont pas forcément tous originaires du quartier. Mais l'une des finalités pour nous, si on arrive à générer suffisamment d'activités, c'est de pouvoir recruter 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes supplémentaires, parce que on ne peut pas tout attendre du politique et l'inversion de la courbe du chômage, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. À un moment donné, c'est à chacun aussi, à son niveau, d'essayer de prendre sa part, comme dirait notre ami Pierre Arabi, le colibri, de prendre sa part pour essayer de changer les choses. Très belle référence. Ouais. Alors, j'ai lu dans votre biographie que vous êtes donc un jeune entrepreneur, et vous avez fondé France Originelle. Oui.
Alors, moi, j'ai devant les yeux tout le descriptif, mais j'aimerais que vous nous en parliez, nous dire pourquoi, comment et pour aller où, encore une fois. Alors, toute l'idée, c'était à un moment donné. Alors, moi, je suis fils de commerçant, je suis même fils d'épicier. Je le revendique avec fierté. Est-ce qu'il y a une définition? Vous dites si je suis fier d'être épicier. Est-ce qu'on a une définition du mot exactement épicier? C'est quoi? Alors, épicier, c'est un revendeur de produits alors, étymologiquement, faudrait retourner à la source pour savoir. Je pense que ça doit venir des épices. Voilà. Ah, oui, Je pense le revendeur d'épices au niveau local. Et ensuite, ça a été, je pense que on a agrégé au terme d'épicier tous les produits du quotidien. En gros, c'est le commerçant de quartier, commerce alimentaire de quartier. Ce que je voulais dire, c'est qu'on achète des produits, on les revend, c'est du commerce, effectivement, mais il n'y a pas de plaisir, donc on trouve son plaisir où? Ah non, bien sûr que si, parce que le commerce, aujourd'hui... Le plaisir, c'est de faire du business? Le plaisir, le commerce, c'est un métier noble. Oui. Au même titre que vous pouvez avoir un médecin qui va trouver sa satisfaction dans le fait de soigner les gens. Nous, aujourd'hui, on répond à des besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous besoin de se nourrir pour pouvoir vivre. Après, on a deux manières de le faire. Soit c'est une finalité et peu importe les moyens pour pouvoir y arriver, soit on essaie d'y mettre une certaine éthique, de l'honnêteté, de la rigueur, du sérieux, de la disponibilité du service. Moi, je dis encore une fois, j'ai fait l'école du commerce parce que j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a... Il n'est pas allé à l'école. Par contre, en termes de valeurs et de principes, ça a été pour moi une référence. Et quand je parle de commerce, pour moi, ça englobe tous ces principes éthiques, tous ces principes de valeurs et tout ce qui démarque un petit peu de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, des formats standardisés où l'humain est quasiment absent de toute la relation. Donc c'est vraiment ça, aujourd'hui, quand on dit faire du commerce, c'est vraiment essayer de remettre le lien social, le rapport à l'humain, qui pour nous est fondamental. Donc le but de France Originelle? Alors le but de France Originelle, historiquement, initialement, c'était d'allier la double spécialisation qui était les c'est-à-dire le commerce et les langues. Et le but pour moi, c'était de proposer des produits du terroir sur les marchés export principalement. La genèse est venue, alors ça met du temps avant de se faire, en voyageant un petit peu partout dans un certain nombre de pays, on se rend compte que le Made in France, il a vraiment une très bonne réputation, il a une belle valeur, et que passer les grands groupes internationaux de luxe, d'automobile, etc., qui sont très présents à l'international, on a très peu de structures qui sont malheureusement qui exportent, alors pour plein de raisons, donc on pourra sur lesquelles on pourra éventuellement revenir, mais c'est de dire à un moment donné comment on peut faire pour essayer de promouvoir ces produits du terroir auprès de clients qui seraient basés à l'étranger. Voilà, dans les grandes lignes, la genèse du projet France Originel. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle plus en détail dans la deuxième partie de l'émission. Ouais. On va faire notre première pause musicale. On va écouter Rachid Dassi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de Rachid Dassi? Moi, je ne connais pas du tout. Rachid Dassi, c'est un chanteur qui est un ami. Par la même occasion, et qui est un chanteur qui est engagé, et j'aime beaucoup ces chansons parce qu'il y a vraiment une profondeur dans les paroles, et sur le titre que j'ai choisi, c'est un hymne au vivre ensemble. Liberté, égalité, fraternité. Vous écoutez une radio vraiment différente, c'est Loire FM sur 100.9. Seconde partie de mes meilleures années avec Mustapha Baman, et j'ai envie de vous poser une question qui est un peu d'actualité malheureusement. On a l'impression qu'aujourd'hui on revient dans le communautarisme, chacun est dans son coin. Pour vous, ça veut dire quoi, liberté, égalité, fraternité? C'est la réalité de la société. Ouais. Communautarisme, c'est à moi. Alors, faudrait d'abord que j'ai une définition de ce que c'est que le communautarisme. On a un peu l'impression que chacun se regroupe dans son coin. J'allais dire, entre guillemets, les Chinois d'un côté, les Espagnols de l'autre, les Turcs de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, après, il y a une réalité qui est tout autre. Enfin, voilà, c'est pas pour nier, mais en même temps... on parle de Moreno avec tout un tas de clichés dans la tête, donc c'est bien d'en parler. Mais en fait, on ne peut pas s'étonner. À un moment donné, vous avez des personnes qui sont parquées dans des endroits et on ne peut pas s'étonner que les gens qui font face à des discriminations, qui sont les premiers
qui ont le plus de difficultés sur le marché d'emploi, sur le marché du logement. Voilà. Donc à un moment donné, on a des politiques qui font qu'un certain nombre de personnes se retrouvent entre elles. Il ne faut pas s'étonner qu'elles vivent entre elles, quoi. Enfin, je veux dire que c'est la juste conséquence d'un certain nombre de décisions. Et justement, quelle est la solution? C'est par le travail, c'est par la culture qu'on arrivera à casser justement ces gens qui se regroupent. Moi, j'ai envie de parler du vivre ensemble, du mélange. Alors, comment on fait? Le premier communautarisme, c'est le communautarisme qu'on a à l'Assemblée nationale. On a tous des sexas ou des, je sais pas comment on dit, des gens de 70 ans qui ont tous le teint bien blanc, qui sont tous bien roses et qui sont quasiment essentiellement des hommes. Donc, si on a une forme de communautarisme attaqué, c'est le communautarisme par le haut. Et ensuite, Oui, mais on peut vous répondre que tout le monde peut se présenter à une élection. Après, il faut être élu. Ah non, mais oui, mais c'est pas. On peut pas demander. Aujourd'hui, sociologiquement, quand vous étudiez le profil des gens qui sont à l'Assemblée nationale, ils ne représentent absolument pas, ou très peu, la réalité. Parce que là aussi, il y a des codes en politique. Et regardez, on va prendre l'exemple de moi. Regardez, je suis blanc. Ouais. Je suis bien propre sur moi, Ouais. Je suis encore jeune. Si demain je me présente, je ne serai pas élu parce que j'ai pas un parti derrière moi, j'ai pas les finances, j'ai pas tout un tas de choses. Mais c'est un fait, c'est une réalité. Après, moi, je trouve que sur le terrain, les choses sont globalement beaucoup plus apaisées. On rencontre tous les matins. Moi, quand mon frère il va au marché pour aller faire ses courses au marché de Gros à Saint-Étienne, il va discuter avec Laurent de la maison Arbona, qui est un gars charmant. Il va travailler avec des enseignes de distribution nationale, avec des gens blancs, des noirs. Moi, au quotidien, j'étais à Paris pour un gala avant-hier en faveur d'une ONG de médecins pour la Syrie. Il y avait vraiment de tout. Donc, à un moment donné, on a deux choses. On a la réalité du terrain et on a aussi les perceptions. Et très souvent, on a des perceptions qui sont biaisées parce que les gens qui vivent dans ces quartiers où les gens qu'on taxe de communautarisme, entre guillemets, encore il faudrait déterminer le terme, mais bon, là on est parti sur 2 heures d'échange. Je n'ai peut-être pas été très précis dans le mot, mais j'ai pas été à l'école très longtemps non plus, donc il faut m'excuser. Non, c'est pas une question de... Moi j'avais qu'une seule langue, c'était le football. J'ai pratiqué cette langue pendant quelques années, mais bon. Voilà. Non, mais voilà, il y a une réalité qu'il faut pas nier, mais il faut pas non plus l'extrapoler ou lui faire dire ce qu'on fait. Encore une fois, moi je viens quand on dit le magasin, voilà, il est communautariste ou je sais pas quoi. Non, la très grande, enfin tous les clients sont les bienvenus. Il y a pas de, on dit l'argent n'a pas d'odeur. Mais c'est pas que l'argent, les relations humaines n'ont pas d'odeur. Aujourd'hui, sur des actions qu'on peut mener, on se moque de savoir si ça avait bénéficié à quelqu'un qui s'appelle Moustapha, Mohamed, Philippe, Bernard, Mochescu. On essaie de faire ce qu'on a à faire en cassant un peu toutes ces barrières qui nous polluent la vie. Alors c'est pas on n'est pas là pour faire de la flagornerie ni même pour des propos autolaudatifs. C'est la réalité. Choses par leur terme, donc on l'a dit, il y a pas mal de problèmes dans certains quartiers, donc c'est bien aussi de savoir pourquoi. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'un des problèmes principaux, je sais jamais comment dire, un des problèmes principaux, ça va être la question du chômage, c'est la question aussi de l'accès à l'éducation. On a des écoles à 2 ou 3 vitesses aujourd'hui dans ces quartiers qui fonctionnent plus. On envoie des jeunes qui sont pas forcément les mieux formés pour aller enseigner dans des zones qui sont extrêmement difficiles. Et si c'est difficile, c'est pas exclusivement parce que ce sont des gens d'origine ou de telle ou telle contrée du monde, c'est parce que socialement, c'est les zones qui sont les plus difficiles. Après, voilà, qu'ils soient stigmatisés parce qu'ils viennent d'un milieu social qui est difficile, why not? Mais après, c'est de dire on va généraliser et après on va les taxer de communautarisme parce que si les gens essayent de se débrouiller pour s'en sortir. C'est là où c'est problématique. C'est peut-être un peu le réflexe humain. On retourne systématiquement dans sa communauté pour chercher de l'aide. Pour avoir un peu bourlingué dans certains pays, j'ai travaillé au Maroc, qui est le pays d'origine de mes parents, où vous avez beaucoup de Français qui, dès qu'ils arrivent, s'inscrivent. Alors, j'ai plus le nom exact. C'est un club où vous avez tous les Français expatriés. Et sincèrement, ils vivent entre eux. Ouais, donc c'est un réflexe humain. C'est un réflexe humain. Vous qui voyagez beaucoup par votre travail. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Ouais. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir? Parce qu'on a un peu une vision un peu noire à ce moment. Là, on voit des attentats, on voit du chômage, on voit des migrants. On a même Saint-Étienne qui ne gagne plus au football, donc on a vraiment une vision noire. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir? Mais je suis un éternel optimiste, mais réaliste. C'est-à-dire que je suis pas, enfin peut-être que je suis utopiste sur un certain nombre de projets qu'on mène, mais tous les grands, si vous lisez un peu tous les grands philosophes, tous les gens qui ont contribué dans l'histoire à changer le monde sont partis tous d'une utopie. Alors j'ai pas la prétention ni de changer le monde, ni d'être une figure qu'on retiendra et qui restera gravée dans l'histoire. On vous fera une place à Saint-Étienne.
bah pourquoi La place Mustapha Baban. à Moreno, ça, non, j'ai pas besoin de place. Si on peut laisser une trace sans statut ni son nom de place, ça ira très très bien. C'était de l'humour. Hein. J'espère bien. Je sais plus ce que je disais. Oui, Voilà, c'est ça le problème quand on fait de l'humour, on sait plus où on en est après. il faut que je retrouve le fil. Non, mais on parlait d'optimisme sur l'avenir. Ouais, non, mais moi, enfin voilà, il faut être, encore une fois, il faut être optimiste parce que l'optimisme, c'est le moteur de la vie. Si on voit tout en noir, si on voit exclusivement les trains qui arrivent en retard, on arrête de voyager. Ouais. Pour revenir au Made in France, vous m'avez dit que ça avait vraiment une valeur ajoutée quand on va à l'extérieur. Ouais. Comment on est reçu quand on arrive dans un pays et qu'on parle du Made in France ? Ah, Est-ce que les gens ils ont un petit œil qui brille mais clairement, j'étais il y a 15 jours à Dubaï et puis vous voyez certaines enseignes françaises, mais dès que vous rentrez, il y a toute une représentation sur le Made in France qui est vraiment super positive. Alors que pour un étranger, le Made in France, c'est le raffinement, c'est la qualité, c'est le savoir-vivre, même si après ils admettent qu'on a un peu une tendance à être très ronchon et être un peu des fois râleur pour... C'est le qualificatif français, ça. Bon, ça fait partie ça fait partie de notre patrimoine génétique, j'ai envie de dire, donc il faut l'assumer. Non, mais sur la valorisation des produits français, il y a vraiment des choses très très intéressantes à faire sur les marchés export. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de choses sur le plan logistique, douanier, commercial à appréhender. Mais je reste convaincu qu'il y a des débouchés énormes pour les sociétés. Quels sont les produits alors que vous proposez ? Alors, on va principalement travailler sur les produits gourmets. On va travailler du macaron, on va travailler des pâtisseries fines, des financiers, des cannelés. On va aussi travailler du nougat de Montélimar. On va travailler de la confiserie avec des bonbons au caramel beurre salé. Et on va aussi travailler des gammes de produits, des boissons, des jus de fruits premium. Et depuis peu, je propose aussi une gamme de... Alors on ne peut pas l'appeler vin parce qu'il n'y a pas eu de fermentation, c'est une boisson qui va se rapprocher du vin, mais qui garantit sans alcool. On va en parler de ce fameux vin sans alcool, Ouais. qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines, et on vous a un petit peu, il faut le dire la vérité, invité pour ça, Ouais. mais on y reviendra dans la troisième partie. Les fournisseurs, on les trouve comment ? On va les démarcher, on va les chercher, ils vous contactent, comment ça se passe là aussi ? Alors au début, j'ai passé beaucoup de temps à trouver des fournisseurs parce que quand vous arrivez avec un projet, leur dire moi j'ai envie de constituer un catalogue de produits pour aller travailler, présenter vos produits à Dubaï, à Dublin ou à Toronto, comme c'était le cas pour les macarons. Au début, il y a un certain engouement, mais il n'y a pas forcément la perception du travail que ça peut nécessiter sur le plan réglementaire. Je ne vais pas entrer dans des considérations trop techniques parce que sinon on va perdre un petit peu tout le monde. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire voilà, vous avez un produit qualité, je vais vous aider, je vais vous accompagner pour le commercialiser. Alors au début, tout le monde est très enthousiaste. Après, quand il faut faire une adaptation d'une étiquette, quand il faut faire une analyse sur tel ou tel produit, c'est un petit peu plus délicat. Et c'est pas forcément une question d'envie, c'est parce que souvent ce sont des petites structures avec lesquelles je travaille qui sont des structures familiales avec 3-4 employés. Ils n'ont pas forcément ni les ressources ni la structure pour pouvoir répondre à un certain nombre de demandes. Mais c'est impératif si on veut vendre sur un certain nombre de marchés. Quand on amène un produit dans un pays, dans un nouveau territoire, est-ce qu'on amène le produit tout fait ou alors on arrive sur place et on donne les éléments pour produire ce produit sur place ? Non, pour moi, c'est simple. Moi, je fais de la distribution. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des produits finis que j'exporte sur un certain nombre de pays. Après, est-ce que ça peut être retravaillé ? Par exemple, on va parler de la gamme de sans alcool. Ça peut être retravaillé pour faire des cocktails en mixant le produit avec une spécialité locale. Mais moi, je propose du produit fini. Je ne fais pas de la matière première, ni même de la... Est-ce que c'est un produit générique ? Je sais pas, on va parler peut-être des macarons, tiens. Est-ce qu'on vous dit dans certains pays, moi j'en voudrais de telle sorte, de tel format, avec tel goût est-ce qu'on s'adapte ou alors on leur dit non, on fait pas ça et... On essaie de s'adapter. Par exemple, si vous allez au Moyen-Orient, vous allez avoir de la demande sur du cannelé avec un certain nombre de parfums orientaux. Donc on va essayer de proposer, alors plus sur le Maghreb, de la rose ou de la fleur d'oranger. Sur le cannelé, on va essayer d'adapter ça. Par exemple, au lieu de mettre du rhum dans la composition, on va mettre du miel pour essayer de... Alors pour l'aspect... Alors ça, il y a des secrets de fabrication que je maîtrise pas. Mais l'idée, c'est d'essayer pour chaque destination, quand c'est faisable, d'essayer d'adapter un petit peu le produit aux attentes locales, mais sans forcément dénaturer, parce que le but, c'est pas forcément de proposer un cannelé qui ferait que dans toute la composition, il n'y a plus rien du cannelé. Pour être concret, j'ai une entreprise, je produis, je sais pas moi,
quelque chose de très très bon à manger. J'ai envie d'en vendre, allez, on va dire en Italie, par hasard. Ouais, ah oui. Je fais comment pour vous contacter, pour vous dire j'aimerais que vous m'aidiez à placer mes produits dans tel pays? C'est aussi simple que d'aller sur le site, de remplir un formulaire qui est à destination des entrepreneurs, des fournisseurs, et de remplir une demande en disant voilà, j'ai ça, est-ce que ça peut matcher? Alors j'ai pas la prétention de pouvoir proposer tous les produits dans tous les pays. Il y a un certain nombre de zones sur lesquelles on est relativement à l'aise, sur lesquelles on a quelques contacts du vécu. Ouais. Et c'est quel site? On va le citer puisqu'il... C'est www.franceoriginelle.com. France Originelle, on cherche et puis on retrouve. Ouais, mais vous tapez Moustapha Baman et vous allez trouver globalement sur Google. On est très présent, on essaie d'être très présent sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook aussi. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, vous diffusez combien de produits à peu près, vous le savez? Combien de produits en termes de chiffres, de variétés? Non, sur le chiffre, on ne communique pas forcément sur le chiffre d'affaires. Après, pas le chiffre d'affaires, le nombre de produits. Est-ce qu'il y a 150 produits, 20 produits? Non, on est sur une gamme assez restreinte parce que c'est extrêmement difficile. Déjà, alors, sur chaque gamme de produits, vous avez un nombre de variétés. Chacune est relativement assez compliquée à travailler. Après, on a une petite structure. Et ensuite, ce que je propose aussi, c'est j'ai pas de catalogue exhaustif ni définitif. C'est-à-dire que dernièrement, j'ai fait un envoi sur Bahreïn sur des produits que je proposais pas. J'ai reçu un coup de fil en me disant voilà, pour un événement très important pour une tête couronnée, on a besoin d'un certain nombre de produits. On a le fournisseur, mais il s'est pas exporté. Est-ce que tu peux t'occuper de toute la partie logistique? Voilà. Ça, c'est un des volets. C'est-à-dire qu'on a aussi de la demande sur des choses que je n'ai pas en catalogue, et charge à moi d'aller, en très mauvais français, faire du sourcing pour aller essayer de trouver le bon produit. Et on a aussi la démarche inverse, c'est-à-dire celle que vous citiez tout à l'heure, de fournisseurs qui nous disent moi j'ai reçu de la demande de tel pays, je sais pas faire, je veux pas faire, je peux pas faire, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Et je suis toujours très surpris ça se comprend, de voir le nombre de demandes, le nombre de potentiel économique qui aujourd'hui qui n'est pas exploité parce que les entreprises ne peuvent pas ou veulent pas se lancer à l'international. J'étais il y a 15 jours chez mon fournisseur de financiers sur la région parisienne qui me disait qu'il y avait un certain nombre il avait reçu par le passé des demandes à l'époque où la Libye allait encore pas trop mal, de Libyens, d'Anglais, et si je dis pas une personne des pays nordiques, mais auquel elle n'avait pas donné suite parce que pour elle c'était trop compliqué. Et en fait, l'export est un réel débouché pour plein de structures. Après, il faut qu'on puisse vraiment les accompagner et leur faire bénéficier de notre savoir-faire. Juste par curiosité, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de trouver le bon produit, ou finalement le plus dur c'est la logistique? Il faut que le produit soit dans 2 jours à Dubaï ou à l'autre bout du monde? Les deux sont difficiles. Hein, le tout, c'est de trouver c'est ce que j'appelle l'alignement des astres. Il faut qu'on ait le bon produit avec la bonne logistique au bon endroit pour le bon client au bon moment. Et il faut vraiment faire preuve des fois de contorsion. Là, sur l'expédition qu'on a fait sur le Moyen-Orient, on a expédié ça en 1 semaine, alors que administrativement parlant, le temps d'avoir les documents, j'en aurais eu normalement pour 10 jours, 15 jours. Alors, même à aujourd'hui, je sais pas comment on a fait parce qu'on a poussé les murs. On donne des billets en douce? Non, non. On a du réseau? Non, on prend son téléphone et puis on fait preuve de persuasion et puis on râle et puis des fois du tact et des fois et puis on râle en disant mais vous êtes sympa mais vous poussez les entreprises à exporter. Moi, j'ai un client aujourd'hui qui est prêt à me payer rubis sur ongle 100 kilos de confiserie haut de gamme, mais vous me bloquez parce que il manque le A sur ma déclaration ou parce que je l'ai faite et que vous êtes sous-staffé et qu'il faut que j'attende 1 semaine. Donc non, vous me le faites le document, voilà. Mais bon, a fortiori sur Paris où il y a c'est l'administration. Enfin, je connais pas qu'on appelle ça l'environnement stéphanois sur cette question-là, mais sur Paris, je sais qu'on a des fois des blocages qui sont liés à une espèce de lourdeur administrative qui. Et au niveau de l'État, là, au niveau français, au niveau administratif, est-ce qu'il y a des services qui vous aident? On parle justement d'aller exporter cette France originelle, ce Made in France, mais est-ce qu'on a des services qui vous facilitent tout simplement le travail, qui vous disent voilà, on a un avion, on a peut-être de la place, on a peut-être un client qui serait intéressé? Non, il n'y a pas une relation comme ça? Alors moi j'ai très vite déchanté par rapport à ça. Je me suis beaucoup battu pour essayer d'intégrer des structures
de solliciter des structures qui font cet accompagnement à l'export. Après, sans généraliser, parce qu'encore une fois, il y a les services et puis il y a les personnes qui bossent dans ces services, et il arrive de trouver des gens extraordinaires qui se plient en quatre pour pouvoir faciliter un certain nombre de choses. Donc il faut savoir faire la part de choses dans chaque circonstance. Mais j'ai vraiment déchanté parce que je me suis rendu compte en assistant à des réunions ce qui était à l'époque UbiFrance, qui est devenu Business France, c'est de voir à quel point dans l'accompagnement qui est proposé aux entreprises, il y a très très peu de choses pour les petites structures. Il faut systématiquement soit avoir atteint un tel chiffre d'affaires, soit avoir un tel... Moi j'ai fait une demande un jour parce que j'avais un prospect canadien qui me dit oui mais je veux un conteneur de macarons en l'occurrence, par contre il me faut des délais de paiement. Et quand j'ai sollicité l'organisme étatique, la BPI, pour lui dire est-ce qu'on peut bénéficier d'elle, m'a dit oui à condition que vous ayez en trésorerie X dizaines de milliers d'euros. Je dis mais madame, le jour où j'ai X dizaines de milliers d'euros, j'ai pas besoin de vous pour pouvoir exporter. Mais c'est la réalité, donc il faut systématiquement atteindre un seuil minimum. Et puis non, moi, je suis relativement critique. D'ailleurs j'ai écrit un papier sur LinkedIn sur l'export qu'on avait réalisé, et à la fin j'ai mis un petit tacle gentil sur ces administrations. Pas critiquer pour critiquer, mais pour dire à un moment donné, il faut être en cohérence. Soit on prône un discours d'accompagnement, et puis alors j'ai peut-être pas sollicité les bons interlocuteurs, hein, j'ai peut-être aussi une part de responsabilité dans ça, mais on est unanime avec un certain nombre de petites structures, des apiculteurs, et on va se rendre compte qu'effectivement on a tout ce qui est écrit sur les frontons d'un certain nombre d'administrations exportées, comme dirait Astérix, non les Romains dans dans Astérix exporté qui disait, j'ai envie de dire, mais la réalité c'est que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des freins, il y a des blocages. On préfère une très grosse entreprise plutôt qu'une petite structure qui se lance. On peut se dire qu'avec le temps vous allez devenir une grande entreprise et vous aurez beaucoup plus de facilité. Mais j'ai pas vocation sur le site. J'ai écrit à un moment donné que non, j'ai pas de... Bien sûr, si on peut grossir, grandir, recruter directement ou indirect, ça fait partie du projet France Originelle, c'est d'essayer à un moment donné, soit directement de recruter pour pouvoir accompagner ce développement, soit par le chiffre d'affaires généré, faire en sorte que nos fournisseurs avec lesquels l'artisan travaille puissent éventuellement recruter. Donc c'est aussi une des finalités. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment de se faire plaisir et d'essayer de proposer quelque chose de produits vraiment de qualité à des gens qui sont prêts à découvrir et apprécier le produit à sa juste valeur. Et à savourer. Absolument. Quand on est d'origine stéphanoise, est-ce qu'on met en avant des produits stéphanois ? En l'occurrence, ouais, sur un produit. Après, initialement, j'avais essayé de travailler avec quelques structures stéphanoises. Alors, il y en a quelques-unes qui ont accepté, puis finalement, ça n'a pas pu se faire parce que j'ai pas trouvé les clients. Et puis, il y en a 2 ou 3 avec lesquels ça s'est... j'ai pas eu de retour. Alors, je sais pas si j'ai pas eu de retour parce qu'elles n'étaient pas intéressées ou pour une autre raison. Mais l'idée première de France Originale, c'était vraiment d'essayer de travailler avec des structures, alors peut-être pas que stéphanoises, mais de la région. Les nougats de Montélimar, typiquement. Aujourd'hui, si vous voulez du nougat, il y a d'autres coins où on fait du très bon nougat en France. L'idée pour nous, c'était vraiment d'essayer de valoriser celui de Montélimar. Il n'y a pas un produit stéphanois typiquement ? On a du chocolat, on a des macarons, nous aussi, on a plein de choses. Si, on a aussi des macarons. Ouais, absolument. On se dit pas, il y a un produit que je veux mettre en avant, que je veux aider à développer. Si, alors c'est le cas en l'occurrence sur le macaron. Après, sur d'autres produits, on peut pas non plus tout proposer. Et puis, je sais que moi, sur un produit, on a essayé avec une petite structure locale de développer à l'export. On a fait un envoi. Ça s'est pas super bien passé sur le plan logistique. Ça fait partie de l'apprentissage. Et voilà, mais encore une fois, il faut pouvoir faire en sorte que le fournisseur avec lequel on travaille puisse apporter un certain nombre de garanties sur le plan logistique, parce que exporter des produits frais surgelés partout dans le monde, ça se fait, on sait faire, on a la connaissance, on a le réseau notamment sur la région parisienne, sur Orly, sur Roissy. Après, il faut que le produit puisse partir dans des bonnes conditions, voyager dans de bonnes conditions et arriver dans de bonnes conditions. Si on retourne la question dans l'autre sens, vos clients qui sont à l'étranger, principalement, ils vous demandent quoi de France comme produit ? Sincèrement, on est toujours dans la sucrerie un peu là ? Non, franchement, j'ai eu de la demande sur alors bien sûr la confiserie française, la pâtisserie française, la boulangerie française, des madeleines. On a eu aussi, qu'est-ce qu'on a eu comme demande ?
On a eu de la viande aussi, de la viande racée. Pas mal de demandes sur des boissons, sur des eaux aussi. Donc c'est relativement. Et l'idée pour moi, c'est pas forcément d'avoir un portefeuille produit ou un catalogue qui soit défini, mais c'est vraiment d'être identifié par mes clients, par mes interlocuteurs à l'étranger, comme une source fiable pour trouver et répondre à un besoin spécifique qu'ils auraient. Finalement, vous avez vraiment deux activités, c'est le produit et la logistique, qui sont vraiment deux choses qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui ne sont pas dissociables. Impossible. Vous pouvez avoir le meilleur produit s'il part sur Dubaï et qu'en termes de logistique, on ne l'assure pas. Ouais, on l'a envoyé, mais il n'est pas arrivé dans les bonnes conditions, donc il n'est pas ni commercialisable ni consommable. D'autant plus qu'au niveau de tout ce qui est nourriture, il y a un délai aussi. Il y a donc je pense que les produits, au bout de quelques jours, perdent en goût, peut-être perdent en qualité. Bien sûr, alors c'est pour ça que le respect de la chaîne du froid est fondamental. Et c'est même, voilà, vous expédiez des produits, même qui ont une délaissée de 24 mois ou de 12 mois sur Dubaï. Si en termes de respect de chaîne du froid, on ne fait pas ce qui est nécessaire, et ben vous pouvez vous retrouver avec une marchandise qui reste pendant 2 jours au port ou à l'aéroport sous 35-40 degrés. Là, ça finit à la benne, même si la DLC elle est encore bonne. Tiens, moi, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise de textile à Saint-Étienne qui faisait donc des étiquettes. Et pour faire des étiquettes, je ne vais pas être très technique, mais il y a un fil qui passe dans un sens et puis un autre dans l'autre sens, la trame et la chaîne. Et on envoyait des chaînes au Maroc, je crois. Et les douaniers, pour vérifier s'il n'y avait pas d'arnaque ou je ne sais pas s'il ne fallait pas leur donner un bac chiche, ils coupaient les fils. Donc on pouvait y mettre à la poubelle après. Vous avez une chaîne, si vous coupez le fil, c'est fini. Bah oui. Même si vous faites un trou d'1 centimètre, c'est mort. Donc c'est aussi des problèmes techniques qui sont difficiles à gérer. Donc je me rends compte en vous écoutant que la logistique a vraiment une très grosse importance, notamment sur des produits là qu'on met carrément... qu'on avale, quoi. Ouais, non, mais la logistique, c'est le nerf de la guerre. Alors la logistique, c'est pas simplement le transport. Hein. Quand on parle de logistique, il y a beaucoup de, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'étiquetage, il y a le volet douanier, il y a la composition, il y a le respect la température de conservation. Quand vous expédiez de la marchandise en avion, ça voyage en soute, et dans la soute, il fait moins, je sais pas combien, quelle température, moins 10, moins 15, moins 20, moins 30. Et si vous mettez des produits relativement fragiles, ça peut, voilà, ça peut finir à la benne. C'est vraiment très compliqué. Dernière question, au niveau de France Originelle, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, pareil, vous avez combien de fournisseurs à peu près, vous travaillez combien de fournisseurs de France, et surtout de quelle région? Est-ce qu'il y en a de toute la France, ou c'est plus axé sur le sud, sur le nord, sur le côté de... On va travailler principalement, on doit avoir une demi-douzaine de fournisseurs aujourd'hui par rapport aux produits. C'est relativement éclaté. Pour les spécialités caramel beurre salé, on va travailler avec une société bretonne. Pour le sans-alcool, la société est basée à Béziers. Pour les financiers, la pâtisserie, une partie de la pâtisserie, on est sur la région parisienne. Voilà, donc c'est aussi, il y a pas que, enfin bien sûr il y a la localisation géographique qui est importante, mais aussi ce que j'appelle le coup de foudre, c'est-à-dire à un moment donné on discute avec des structures et derrière ces structures il y a des hommes, et est-ce qu'on a envie de travailler ensemble ou pas. Et je fonctionne beaucoup au feeling, absolument. Ouais. Au feeling. Ouais. Allez, on fait notre deuxième pause musicale dans Mes meilleures années aujourd'hui. On a la chance de découvrir également non seulement des produits mais aussi des très belles chansons. Là, j'avoue que j'ai reçu ça en fichier et j'ai écouté la chanson, j'ai adoré. Vous avez choisi une chanson qui s'appelle Beautiful Tango et c'est Indy Zara. Pareil, est-ce que c'est une amie à vous aussi? Non, pas du tout. Non, parce que j'ai trouvé je l'ai vue sur YouTube, elle est très jolie en plus, donc si c'est une amie à vous. Non, c'est pas une amie à moi. Alors, on a un point commun, c'est que nous sommes tous les deux d'origine berbère. Alors, je sais plus, c'est dans cette chanson où elle a écrit une chanson, enfin, elle a une chanson aussi où elle mixe entre l'anglais et le berbère. Alors, moi, j'ai adoré et je propose vraiment à Philippe de la mettre en rotation dans ses chansons sur leur FM. Vous écoutez une radio vraiment différente. C'est Loire FM sur 100.9. Troisième et dernière partie de Mes meilleures années cette semaine, c'est avec Mustapha Bam. Et j'ai envie de vous poser une question, on en a parlé un petit peu là hors antenne.
Vous pensez quoi aujourd'hui du commerce stéphanois? On a l'impression que le centre-ville se vide malgré des ouvertures et des fermetures comme dans toute ville. Et puis parce qu'on a aussi des projets très ambitieux. On a un centre qui vient de s'agrandir avec 30 nouveaux magasins. On a un centre de loisirs et de commerce qui va s'ouvrir dans les mois qui viennent, ou je crois en 2018 ou 2019. Le style. Quel est votre regard, vous qui voyagez beaucoup aussi, sur le commerce stéphanois? Est-ce que c'est typiquement stéphanois? Ou alors on retrouve la même problématique dans toutes les villes? Je pense qu'il y a beaucoup hormis les gros pôles touristiques, on a beaucoup de villes moyennes et grandes. Enfin, Saint-Étienne, je ne sais pas comment si on la considère comme une grande ville ou pas, qui vraiment souffrent en termes de commerce, notamment en centre-ville. Alors on met souvent le focus sur le commerce de centre-ville, un peu au détriment de commerce de quartier. Ça, c'est pour la petite, le petit rappel, mais c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait tout pour qu'on ait des grosses structures, des gros centres commerciaux qui se montent en périphérie des villes. Ça peut pas ne pas avoir d'impact à un moment donné sur les centres-villes. Voilà, on peut pas non plus faire la danse du ventre à des gros groupes pour venir s'installer en périphérie de Saint-Étienne et après s'étonner que le centre-ville est en train de meurt parce que l'activité en centre-ville n'est pas... Ça veut dire qu'on fait une croix sur le commerce de centre-ville, ou alors on repense les choses et on se dit que finalement en centre-ville, il y aura peut-être plus beaucoup de commerce? C'est le cas aujourd'hui déjà sur Saint-Étienne. Alors je suis pas, moi je vous dis, je passe 90% de mon temps hors de Saint-Étienne, donc je suis pas non plus le plus grand spécialiste sur le commerce à Saint-Étienne, mais c'est toujours triste de voir le nombre de locaux qui sont aujourd'hui vacants en centre-ville. Après, on peut toujours arguer que c'est le pouvoir d'achat, que les commerces de proximité sont plus chers ou je sais pas quoi, mais à un moment donné, il y a aussi une réalité, c'est que le pouvoir d'achat des gens n'est pas forcément extensible, et puis s'ils sont le don d'ubiquité n'est pas donné à personne, c'est qu'ils peuvent pas être non plus au centre commercial de Montieu ou de Villars et en même temps venir en centre-ville. Et d'autant plus que je vois que beaucoup de jeunes maintenant commandent beaucoup sur Internet. Absolument. Surtout au niveau de l'habillement, j'ai constaté ça. Alors on a gardé le meilleur pour la fin. On doit dire la vérité. On s'est contacté sur LinkedIn parce que vous avez eu un très beau reportage sur TF1 et puis pour C8, pour ne pas les nommer. Vous avez sorti, enfin c'est pas vous, mais vous le commercialisez, un vin sans alcool. Ouais. Alors on veut tout savoir parce qu'on est super curieux et super attiré par ce projet. Alors c'est, on va sur le plan réglementaire, on peut pas l'appeler vin, donc même si on va utiliser l'appellation vin sans alcool ou champagne, ça va être un peu un abus de langage qu'on va s'autoriser, mais légalement, ni sur le produit, ni sur, on n'a pas le droit de l'appeler vin dans la mesure où il n'y a jamais eu de fermentation. En fait, l'idée, alors c'est pas moi qui suis à la tête de ce projet, par contre j'ai rencontré Fatih Beni et Dominique Laporte, qui sont Fatih et son frère Rachid, qui sont deux ingénieurs basés dans le sud de la France, qui sont associés à Dominique Laporte, qui est sommelier meilleur ouvrier de France. Ils sont partis du constat qu'il y avait énormément de gens en France qui ne buvaient pas, je crois que la proportion est de 45 ou 50% qui ne boivent jamais ou très 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 peu, et que pour ces personnes-là, la seule alternative qu'il y avait, c'était soit des boissons sucrées, soit des eaux plates ou gazeuses, mais qu'on n'avait rien qui puisse se rapprocher du vin. Et voilà, donc face à ce constat, alors il existait déjà des vins désalcoolisés, mais dans le process de désalcoolisation, il y a toujours un résidu d'alcool. Et l'idée pour eux, ça a été de créer toute une gamme d'alternatives au vin et qui soient garanties dans la production sans fermentation, donc sans alcool. Et ils ont pris en compte aussi un certain nombre de désavantages, de défauts liés à... Bon, on ne va pas revenir sur les dégâts que peut causer l'alcool, mais sur du vin classique, on peut avoir des taux de sucre qui sont relativement élevés. On a aussi la présence de sulfite qui est nocif pour tout un chacun, aussi pour les personnes qui sont asthmatiques. Donc ils ont posé tout ça sur un papier, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut apporter en termes d'alternatives qui soient qualitatifs, qui va pouvoir mettre en avant les vignerons du sud de la France, parce que la gamme Le Petit Béret est fabriquée à partir de raisins de la région de Béziers, si je ne dis pas de bêtises, mais tout en garantissant une qualité de produit, tout en mettant en avant une gamme qui soit relativement proche du vin ou du champagne, mais garantie 0,0% d'alcool. Et moi, j'ai eu un vrai coup de cœur parce que c'est une vraie innovation. Il faut savoir qu'ils ont mis, je crois, 4 ou 5 ans avant de pouvoir élaborer la gamme. Et aujourd'hui, on a alors avant même TF1 et C8, on a une vraie attente de la part d'énormément de gens qui ne boivent pas, mais qui sont frustrés de ne pas retrouver ou découvrir, comme moi,
le goût du vin ou du champagne. C'est quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, c'est quelqu'un qui est sportif, c'est quelqu'un qui a une maladie, c'est des femmes, c'est quoi le public qu'on vise? Les cibles, elles sont, c'est exactement ça que vous avez cité. Vous avez les personnes qui ne boivent pas parce qu'elles n'aiment pas ça. Vous avez les personnes qui ne boivent pas pour conviction religieuse. Vous avez des personnes qui ne boivent pas pour des raisons de santé. La gamme, par exemple, en termes de taux de sucre, qui est sur relativement très bas, est parfaitement compatible avec les gens qui sont des personnes diabétiques. Vous avez aussi des femmes enceintes qui, pendant leur grossesse, ne peuvent pas consommer d'alcool. Moi, j'ai une cliente qui me dit, mais tu étais où l'année dernière quand j'étais enceinte? Parce que j'en ai marre du Perrier et du jus de tomate. Et si j'avais eu une gamme de produits que j'aurais pu consommer tout en ayant bonne conscience et sans nuire à l'évolution du fœtus et du bébé, j'aurais été preneuse. Et puis, on a aussi toutes les personnes qui boivent, mais qui, lors d'une soirée ou d'un événement, passer 2 verres, 3 verres, s'il faut reprendre la voiture, veulent continuer à être dans cet événement festif sans se sentir exclus, mais tout en ayant la certitude de pouvoir repartir sans avoir à souffler dans le ballon ou sans avoir pire un accident qui pourrait avoir des graves conséquences. Donc l'idée, c'est pas forcément de s'adresser exclusivement aux gens qui ne boivent pas, ce qui est déjà un pourcentage relativement important, mais c'est aussi de pouvoir proposer aux gens qui boivent à un moment donné dans la soirée et de pas... Vous savez, pour avoir bourlingué dans un certain nombre de boîtes, vous avez très souvent des dîners d'entreprise, des cocktails, des networking, tout ce que vous voulez, et souvent on sent un petit peu, quand on ne boit pas, on se sent un petit peu exclu parce qu'on a un verre de jus d'orange mis un petit peu de côté et devoir se justifier pourquoi tu ne bois pas, mais tu es sûr que, etc. Et c'est systématiquement gênant. Avec cette boisson, on a aussi la possibilité de pouvoir... C'est de l'inclusion sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut avoir un verre qui ressemble parfaitement à du vin ou à du champagne, mais sans avoir le contre-coup de l'alcool. Est-ce que c'est un produit, donc on a bien noté, c'est du vin et du champagne? Alors oui, on est bien d'accord, par commodité on va les appeler vin et champagne, mais l'appellation vin et champagne n'est pas autorisée. Donc on n'a pas le droit, mais on va dire c'est comme du vin et comme du champagne. Oui. Est-ce que vous avez déjà des endroits où on peut le trouver dans la région? Comment ça se passe? Alors sur la région, moi je suis basé sur la région parisienne, donc j'aurai plein d'adresses à vous fournir sur la région parisienne. Sur Saint-Étienne, à ma connaissance, il n'y a pas encore de distributeur. C'est très bien développé pour le moment sur le sud de la France, où il y a vraiment un maillage qui est dense, et puis on a aussi beaucoup de distributeurs qui le référencent progressivement sur leur réseau. Donc on peut penser que dans les quelques semaines qui viennent, on peut peut-être se dire qu'on va créer un événement avec une histoire de découverte et de dégustation avec ces faux vins et ces beaux champagnes. C'est faux vins, mais c'est vraie boisson. Allez, on y travaille dessus. Je vois qu'on était très bavard. On n'aura même pas le temps de passer la dernière chanson. Mustapha Baman, j'espère que je l'ai bien dit. Oui, Baman. Oui. C'est pas Superman, c'est Baman. Non, c'est Merci Batman. beaucoup d'être venu jusqu'à Loire FM pour nous parler de votre activité de France originelle. On trouve tout donc sur Internet. Merci beaucoup. Et puis on reste en contact parce que ce côté vin m'intéresse beaucoup. Avec plaisir. Merci pour votre accueil. La prochaine fois, Mustapha, vous venez pour la dégustation. Oui, avec grand plaisir. Non, mais on va organiser quelque chose. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, le samedi à midi, le jeudi à 18h. Bye bye.